savez, la Corse était très pauvre. Ils vivaient des produits du terroir, là, c'était des châtaignes. Ils faisaient leur huile. Il y avait l'entraide. On dit que les Corses sont fainéants, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est de la légende. C'est une légende, c'est vrai. Mais c'était un Colorado, c'était les bêtes, le travail, le labeur, dur, oh là là, les temps étaient durs. Après on s'est exilé, on est parti à la capitale, c'est là où on a connu un peu la vie, un peu le mouvement, les spectacles, les folies bergères, Paris. Alors moi j'ai deux amours. J'ai Paris et Zuani. Voilà. Passer des journées à couper les pierres comme ça. Oh là, C'est un travail de titan. Et oui, il y avait un qui coupait les pierres et l'autre il murait. Mais regarde, il a eu le temps de mettre Oui, c'est-à-dire en ciment blanc. Elle a été rafistolée cette maison. Oui, mais il fallait mettre le liant avec du ciment argilé. spécial. Et là, la personne, ils habitent à l'année au village. Ils vont arriver, ils arrivent souvent. Ça, c'est des gens qui habitent à Bastia et qui viennent régulièrement, même l'hiver, le week-end. Toutes les maisons, normalement, sont habitées l'hiver. Ce sont des plans. Et c'est pourquoi faire les trous là. Ça, c'était à l'époque pour faire des échappautages. La cage d'escalier a été refaite tout en châtaignier, si vous voulez, mais elle était exactement identique de ce qu'elle était il y a 200 ans. Hein, avec une volée d'escalier, comme dans le temps, quoi, des portes. Vous regardez les portes, hein, ce sont des portes qui ont également un âge certain. Vous voyez, elles sont taillées à la hache, c'est pas le rabotage, ils ne connaissaient pas. Hein. Alors, ce qui est intéressant dans cette maison, c'est que les objets, pour leur grande majorité, sont des objets qui ont servi dans la maison. Je trouve ça très intéressant, c'est d'avoir refait vivre, redonné une nouvelle vie à tous ces objets qui étaient dans des greniers, dans des caves, qui n'avaient plus de vie, qui étaient morts, pour ainsi dire, que beaucoup d'autres ont jeté, ont détruit. Ici, on les a gardés, ce qui fait l'originalité du lieu. Voilà, toutes les clés que vous voyez ici devant vous sont des clés de la maison, hein, qui ont existé. Il y a eu des portes qui ont fait marcher toutes ces clés-là. Hein. Donc ici, c'était la pièce principale de la maison. Au-dessus de cette pièce, vous avez un endroit avec ces clés. Ça s'appelle la rade. La rade, ce sont des clés qui sont installées au plafond et qui recevaient des tonnes de châtaignes que l'on faisait sécher avec l'âtre qui est devant nous. La période de séchage des châtaignes, ça allait du mois d'octobre au mois de janvier, par là. Mais on y vivait, là. Ici, c'était un centre de vie. On y vivait comme au Moyen-Âge. On faisait la cuisine ici, là-dessus. Vous voyez, il y a la gamelle, il y a la crémaillère, il y a le feu qui était là 365 jours par an. On forçait ce feu 24 heures sur 24 à la période où il fallait sécher les châtaignes. Lorsque le temps n'était pas au séchage des châtaignes, il y avait du feu là pour faire la cuisine. Tout le temps, et il y avait toujours une mémé qui était là, qui préparait la soupe. La soupe, ça se faisait pas comme ça aujourd'hui avec un sachet Roaco. Hein. Vous avez tout un tas de choses qui ont trait au café, ou à un ersatz de café, parce qu'on faisait du café, enfin on faisait des breuvages avec de l'orge, avec des choses comme ça qu'on grillait dans des engins comme ça, et on en retrouve plein ici en Corse, hein. Il y en avait énormément, hein. Il y en a plein là-bas, oui, pour torréfier. Hein, on faisait du café à telle enseigne que là j'ai retrouvé un pot qu'on mettait systématiquement dans la braise, et chaque fois que quelqu'un venait, on lui servait un café, enfin ce qu'on appelait un café. Quand on faisait griller des châtaignes dans le test que vous avez là, et que je vous demande de regarder, parce qu'avant, on n'allait pas les acheter tout fait. Hein. Regardez, c'est fait d'une manière extrêmement artisanale,
qui est magnifique. C'est magnifique à voir. Donc quand on les grillait là-dedans, on utilisait ça pour taper un coup sur la châtaigne pour l'ouvrir. Hein, et donc les petits, les grands, tout le monde avait le sien. Encore, hein, des comme ça. Et le soir, oui, mais ils ne sont pas si beaux. Ils étaient malins. Il y avait beaucoup de fumée. Et vous voyez ici, vous avez des chaises, et elles étaient très basses. Il y avait, bien entendu, avec le feu sur l'âtre, une fumée intense qui se dégageait, surtout au moment où on séchait les châtaignes, parce qu'on faisait un feu vif. Et pour ne pas suffoquer et être dans cette fumée et la respirer de manière intensive, les chaises qui ont une hauteur très faible permettaient d'avoir l'appareil respiratoire, c'est-à-dire le nez et la bouche, en dehors de cette zone de fumée intense, ce qui fait qu'on pouvait y vivre et on supportait cette fumée comme ça. On les fabriquait à Oretz. Oretz, c'est un pays où il y avait pas mal d'artisans qui travaillaient le bois, en particulier les pipes et la petite menuiserie. Vous avez des pipes ici, là, si c'est la famille de ma femme, elle est continentale, hein, moi je ne suis pas corse. Donc c'est la famille qui a habité cette maison pendant des années et des années. Et donc ici, le père de ma femme fumait la pipe. Donc, mais il y a beaucoup de monde qui fume la pipe. Mais celle-ci de pipe, elles sont d'Oretz. À Oretz, dans les villages à côté, on récoltait, mais on faisait venir aussi des racines de bruyère. Et toutes les pipes sont en racines de bruyère ici. Hein. Oui, oui. On n'en fait presque plus. Ici, par exemple, c'est un verre avec de l'huile dessus. Mais là, vous avez des ludions que j'ai retrouvés également, des petits ludions, donc qui sont faits avec une mèche, avec un peu de liège en dessous, et ça flottait, donc on le mettait là-dessus à flotter et on allumait, et elle consommait, cette petite lumière, l'huile que nous on avait mis en suspension dans le verre, et on mettait ça devant un saint pour un Saint-Antoine, on faisait la prière par exemple pour retrouver ce qu'on avait perdu ou des choses comme ça. L'affection. Et ça marche. Et ça marche à tous les coups. Hein, vous êtes témoin. Hein. Ah, témoin. Ah, puis il y a ça aussi. Tiens, un briquet. Ah là 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 là. Un silex et un briquet. On prenait de l'amadou. Puis l'amadou, oui. L'amadou, c'est un champignon, l'amadouvier. Hein. Et on allait ramasser ces champignons, il y en avait plein sous les châtaigniers. On les faisait bouillir et on faisait sécher l'amadou. Et quand ils voulaient allumer leur pipe, ils prenaient un tout petit peu d'amadou comme ça, qui se défaisait, hein, comme il était cuit et séché. Ils le mettaient comme ça entre le pouce et la... Et il faisait une étincelle. Dès qu'une étincelle tombait sur l'amadou, l'amadou prenait un petit peu, il mettait ça sur la pipe et il tassait tout doucement. Oh là là. Donc vous avez des coffres également, vous voyez, petits et grands. On tassait les denrées là-dedans, à l'abri des rats, des bêtes, des bestioles, à l'abri de tout ça. Des gamelles, en veux-tu, en voilà. Des ustensiles ici, tout fait à la main, hein, c'est tout taillé au couteau, tout ça, c'est tout... Vous voyez, même les cuillères, tout ça, c'est des vieux ustensiles que j'ai retrouvés. Ma belle-mère gardait tout. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'était quand on faisait le broch, parce qu'ici, dans chaque maison, il y avait une chèvre ou deux, et chacun, plus ou moins, faisait son fromage, faisait un peu de fromage et un peu de broch, et on remuait dans la gamelle avec ça. C'est un vase de nuit, c'était le pot de chambre à l'époque. Ah, ouais. D'accord. Et la manicotte en dessous, là. Ah oui, ben, je l'ai mis là, parce que j'en ai déjà deux en banque. De la vigne, de De liège. l'huile et de liège, oui. L'huile de quoi ? De l'huile d'olive. Bon, allez, on va visiter. Là, ceux qui sont allergiques au fromage, à sentir le bon fromage, ils restent dehors. Hein. Bon, ici, donc, vous êtes dans la cave, dans une très jolie cave, très ancienne, donc. Et cette cave, donc, elle servait à emmagasiner le vin que l'on faisait dans une vigne. Cette vigne étant, comme je l'ai dit tout à l'heure, située à Talonne. Donc, lorsqu'on avait pressé le raisin, on soutirait donc le jus, qu'on gardait quelques jours sur place, et ensuite on le remontait dans des bonbonnes que vous avez ici, et dans des fûts que l'on mettait, de petits fûts que l'on mettait sur des ânes et des mulets. On le laissait vieillir, c'est-à-dire qu'on le laissait se faire, hein, il fermentait ici tout doucement, etc. Et lorsque la fermentation était terminée, on situe la date toujours aux environs de la Saint-Martin, c'est le 11 novembre, et donc à ce moment-là, on pouvait goûter le vin et on pouvait commencer à en vendre, parce que la famille ici vendait également du vin. Vous avez devant vous un très gros tonneau qui servait donc à emmagasiner une grosse partie de la récolte, et les particuliers qui n'avaient pas de vigne et qui voulaient boire du vin se servaient chez des gens comme les Felges ici,
et acheter le vin à la bonbonne, au litre. Enfin, ils vendaient du vin. C'était une partie de leurs revenus. Ça s'est conservé en l'état. Hein. Les tonneaux, naturellement, ne peuvent plus contenir quoi que ce soit parce qu'ils sont vieux et qu'ils risqueraient de fuir. Hein. Vous avez également des choses intéressantes. Ici, ce sont les robinets préhistoriques là, qui sont là. Hein. Aujourd'hui, vous avez tout un tas de robinets là, qui sont alignés, et en particulier de très beaux robinets en bronze. Mais avant les robinets en bronze, il y avait des robinets comme ceci. Ils étaient faits simplement d'un morceau de bois percé qui était lui-même obstrué par une cannelle, ce qu'on appelle le petit morceau cylindrique là, et on retirait cette cannelle et le vin sortait par le trou. Mais j'ai retrouvé encore ces choses-là ici et je me suis permis de les garder et de les montrer pour expliquer comment ça se passait dans le temps. Hein. Ici, vous avez aussi des objets particuliers, mais vraiment, c'est dérisoire ce que je vais vous dire là. Mais vous avez ici une petite boîte avec son petit fil de fer, et avec dedans, vous avez un reste de soufre. Parce que lorsqu'on allait mettre le vin dans les tonneaux, il fallait les laver très correctement et les aseptiser un peu contre les bactéries qui pouvaient éventuellement, et qui ne se gênaient pas d'ailleurs de temps en temps, polluer le vin et le rendre acide. Hein. Et donc cette petite boîte avec son fil de fer, sa cuillère servait la cuillère à mettre du soufre. On allumait le soufre, vous savez que ça prend feu. Le soufre prend feu, mais tout doucement il brûle, hein, et dégage, là en chimie, je n'étais pas doué, je ne peux pas vous dire ce que c'est comme gaz, mais un gaz qui permettait d'aseptiser le tonneau. Et pour que le gaz ne sorte pas, donc, on prenait le bouchon, là on mettait ça comme ça, dedans, et on rebouchait, vous voyez, comme ceci. Et là, on laissait brûler ça toute la journée à l'intérieur du tonneau, ce qui fait que le tonneau était aseptisé. Mais enfin, pour parler de vin, le vin qu'il faisait, c'était... Il y a une chanson qui parle, c'est Jean Ferrat, il parle d'horribles piquettes. Dans sa chanson, là, je crois qu'on était dans le vrai. Hein. Le vin devenait acide très rapidement, et bon, il l'aimait, il le buvait. Et une anecdote également, à la Saint-Martin, lorsque peut-être une dizaine ou une quinzaine de vignerons, je ne peux pas dire, à Zana, étaient au même stade, ils allaient goûter les uns chez les autres le vin de l'année. Alors je ne vous dis pas comme ils en ressortaient certaines fois. Voilà. Allez-y, Il y a un sens unique. Non, il n'y a pas de sens unique, c'est oui, c'est en l'état. Hein. Là, on est dans une petite annexe de la cave principale, là, où on trouve en particulier un alambic. Hein. Lorsque le raisin avait été pressé, et qui restait dans le pressoir les résidus, à savoir la grappe, la rafle, comme on dit exactement, et tout ça, on distillait sur place, dans la vigne, dans une petite casette de vigne. Je vous explique pourquoi, parce qu'il était interdit de distiller au village. Les histoires de distillation ont toujours été très réglementées. Et le règlement disait qu'on n'avait pas le droit de distiller au village. Il fallait distiller dans les vignes. Donc, ils distillaient dans les vignes. Donc ça, c'est l'alambic qui était dans la vigne dont je vous ai parlé, et qui permettait donc d'obtenir le vin dont on a parlé tout à l'heure. Et lorsqu'ils avaient distillé, donc des litres et des litres d'alcool, hein, parce qu'on buvait de l'alcool, hein, les hommes buvaient quand même, pas tous, mais enfin, il y en a qui croyaient à cette époque-là que ça donnait des forces. Oui, et le matin, ou dans le café, dans tout ça, ils buvaient de l'alcool. Hein. Et donc, l'alcool qu'ils avaient donc obtenu par distillation était remonté, et on n'avait pas le droit non plus de transporter cet alcool. Ce qui veut dire, vous voyez, que les règlements, des fois, se mordent la queue, parce que on pouvait distiller, on avait de l'alcool dans la vigne, il était interdit de transporter l'alcool. Donc, normalement, l'alcool devait rester en bas. Donc, il était remonté le soir sur des mulets, dans des grosses bonbonnes,
par des chemins un peu détournés pour que les gendarmes ne sévissent pas. Mais les gendarmes étaient bien au courant et sachant qu'il fallait bien qu'ils le remontent d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc fermaient un peu les yeux et donc l'alcool arrivait au village. Là vous avez ce qu'on appelle écove, ça veut dire des corbeilles encore, c'est cove. Donc ces corbeilles, c'était des corbeilles qui servaient uniquement à faire les vendanges. Hein. C'est-à-dire que bon, vous avez des endroits sur le continent, un peu partout, où ils ont des hottes, des choses comme ça pour récolter. Là, on récoltait là, et on portait donc le raisin au pressoir dans ces corbeilles. Et les cueilleurs, eux, cueillaient dans des petits paniers comme ceci. Voilà. Bon, là, vous êtes dans un petit endroit reculé, derrière la cave à vin, et cet endroit servait à conserver la charcuterie et le fromage. Pour le fromage, vous avez ici ce qu'on appelle un cagile, hein, donc un endroit où on conservait le fromage et où les femmes venaient le travailler. Hein, on mettait des fromages frais et chaque jour, pendant X temps, les femmes venaient le travailler avec leurs mains, etc., pour que le fromage se conserve et pour l'affiner. Voilà, c'est du fromage de chèvre en particulier. Maintenant, en ce qui concerne la charcuterie, vous avez ici le saloir où on mettait toutes les belles pièces. Hein, lorsqu'on avait tué le cochon, on y mettait le jambon, la coppe, le lonzo et tout ça. Et on le laissait le temps qu'il fallait au sel, bien entendu. Ici, vous avez un engin, on dirait également l'homme de Cro-Magnon qui part à la chasse. Enfin, c'était pour taper sur les jambons, ça pour en extraire l'eau. Lorsque vous avez un jambon qui est frais et que vous salez, il faut presser dessus d'une manière ou d'une autre pour en extraire le peu de sang qui reste, mais l'eau qui reste pour qu'il sèche plus vite. Et donc on se servait donc de cet engin qui est en arbousier là et on tapait sur le jambon pour le travailler. Hein, vous avez également un certain nombre d'objets, de caissettes en bois. Ces caissettes, si vous voulez, c'est les ancêtres de tout ce qui est aujourd'hui en inox, les plateaux pour mettre la viande, la viande hachée qu'on met maintenant dans des belles bassines en inox, tout ça, c'est des bassines en inox d'il y a 150 ans. Vous avez ici les embouts qui servaient à faire les figatelles et les saucisses. Hein, aujourd'hui, on fait ça avec une pédale, avec le pied, vous avez l'embout, la saucisse, ça va tout seul. Avant, on mettait la viande hachée là-dedans et on faisait, avec un petit morceau de bois et tout, on faisait rentrer la viande dans le boyau. Vous voyez, ce sont encore des engins de l'ancien temps, mais jolis et sympathiques à voir quand on les a gardés comme nous. J'ai aménagé un peu comme j'ai pu, j'ai pas de place. Hein. Mais j'ai conservé un certain nombre d'objets et j'ai voulu garder essentiellement un endroit qui rappelle vraiment le temps passé, le temps jadis. Hein. Avec les clés pour parce que c'est un ancien séchoir ici. Hein. Donc il y a la clé et tout, j'ai mis quelques châtaignes qui commencent à vieillir là. Et donc pour vous expliquer, on rentrait les châtaignes par ici, là on en mettait comme dans la maison 30 à 40 cm d'épaisseur. On remuait, vous voyez il y a de vieux engins qui servaient à remuer. Et puis lorsqu'elles étaient sèches, on les mettait dans ce sac. On les mettait dans ce sac entièrement approprié à ça. Hein. Et donc on en mettait un décalitre, le décalitre est toujours là. Et on frappait, on mettait sur ce billot là, on mettait un sac en jute ou deux mouillés et on tapait comme des brutes une vingtaine ou une trentaine de fois, je ne sais pas combien, jusqu'à ce que dans le sac, il n'y ait plus que des châtaignes blanches et des écorces pulvérisées. Ok, donc quand on sortait tout ça de là-dedans, on les vannait, c'est-à-dire que le soir aussi, quand il y avait un peu de vent, on prenait des tamis comme ça, on les lançait en l'air et tout, et le vent triait déjà le plus gros. Et une fois qu'on avait trié tout ça, on avait des châtaignes blanches. Ces châtaignes blanches, c'était encore pas bon pour faire la farine. Donc il fallait que les femmes les prennent une à une pour enlever les restes du bois qui pouvaient rester collés à la châtaigne. Comme on voit dans le film, voilà, très intéressant. Voilà, une bonne remarque. Voilà. Je vois que vous avez suivi. Hein.